Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Casabule, votre émission de bande dessinée, comics et manga en tout genre, toujours enregistrée à la librairie L'Octopus à Épinal et toujours en compagnie du master de la BD, Frédéric Kilfiger. Salut Fred. Salut Vincent. Une sélection encore très éclectique ce mois-ci comme d'habitude. On commence tout de suite avec Les Gorilles du Général, tome 1, septembre 59, de Xavier Dorizon et de Julien Tello, aux éditions Casterman. L'histoire des 4 hommes de main, enfin 4 gorilles, les gardes du corps du général de Gaulle. Exactement. De Pépère. Le Pépère, comme il le surnomme affectueusement. Alors c'est de la fiction historique, c'est-à-dire que Dorisson s'est inspiré des vrais 4 gorilles, tout a été documenté. Il a fait un petit bâtard à l'histoire, il a quand même changé pas mal de choses, il a changé les noms. Oui, pour avoir plus de liberté. Pour avoir plus de liberté, il a changé quelques événements qui ne se passe pas à la bonne époque, mais il a fait une fiction historique extrêmement documentée. Il l'a fait par respect pour un des gardes du corps qui est toujours vivant. Oui. Il ne fallait pas non plus tordre l'histoire trop. Et donc on suit ces 4 hommes de main, comme tu le disais, qui sont des fidèles du général et qui... Ah bah ils l'ont suivi depuis le début des années... depuis 58 en fait, jusqu'à la fin. Ça a toujours été les 4 mêmes, enfin sauf un qui a changé un petit peu, mais c'est toujours les 4 mêmes. Voilà. Et donc c'est une relation à la fois de fraternité, parce que ce sont les ombres du général. Oui. Là où il va, ils doivent aller. Ils doivent absolument protéger l'homme d'État qu'il est. Donc ça, c'est la grande histoire, entre guillemets, et on a leur vision du métier. Oui. On a leur ressenti, ce que ça leur coûte dans leur vie de famille, Ouais. leur efficacité plus ou moins prononcée. On a un personnage de fiction qui arrive et qui est chargé de les évaluer, alors que voilà, un petit jeune, eux, ont connu la guerre, ont participé à la résistance, ouais, et ont du mal à accepter qu'un petit jeune les évalue, les brime. Oui. Et voilà, donc c'est un vrai récit, alors j'allais dire franchouillard, oui et non, parce que... À la Audiard quand même un peu, ils ont des tronches aussi. Ils ont des tronches, ouais. voilà, et ça passe aussi grâce au dessin semi-réaliste de Julien Tello, Ouais. qui a pris... moi ça m'a beaucoup fait penser à Il était une fois en France de Fabien Nury et Sylvain Vallée, Oui. qui s'inspire de faits réels, qui prend la même approche et qui avec un dessin mi-humoristique, mi-gros-nez et mi-réaliste, raconte une épopée vraiment aventureuse de l'histoire de France. Ouais. C'est vraiment 4 personnages différents, hein. On a un Kabyle, un Corse, un boxeur et un flic formé au FBI. Donc c'est vraiment 4 caractères, 4 profils très très différents. Et surtout aussi, c'est les... en creux, encore en creux, pas tant que ça, c'est les changements. C'est là, en septembre 59, De Gaulle revient au pouvoir parce qu'on le réclame, oui, pour gérer le problème de l'indépendance de l'Algérie. Ouais. Et même dans ces gardes du corps, ils n'ont pas tous le même avis. La population est très divisée sur le sujet. Il y a des attentats. Enfin voilà, c'est vraiment un polar franchouillard, non, français, parce que franchouillard a un petit côté, même si ça ne manque pas d'humour, ça reste serious business, ouais, et c'est vraiment passionnant à lire. Ouais. Comme d'habitude, Dorisson fait un scénario aux petits oignons. C'est la force du récit, là, voilà. C'est vraiment mêler la grande histoire à l'intime, aux tripes, une histoire qui a du souffle, mais qui a aussi du cœur, en fait. Hein, voilà, c'est ça. C'est un récit très masculin, évidemment. Oui. Hein. Là, pour le coup, la place des femmes est quand même assez mince, mais c'est ultra efficace, super bien dessiné, très bien rythmé. Bon, sans grande surprise, encore une fois, on connaît le talent de Dorisson pour écrire des bandes dessinées percutantes. Ouais, avec un graphisme, des dessins de Julien Tello qui correspondent totalement à l'histoire. On est vraiment pris à l'intérieur, on va jusque dans l'intime. Ça presque fait penser à du Sylvain Vallée ou des Jules Paquet qui ne sont pas loin par rapport à son dessin. Et puis dans la postface, justement, Dorizon cite Alexandre Dumas. On peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. Et ce premier tome en est un très bel exemple. C'est exactement ça, une trilogie annoncée, vivement attendue. Premier volume est une réussite éclatante, aussi bien scénaristiquement que graphiquement, à lire pour comprendre une époque.
vraiment bien fait. Comme Ouais. tu disais, du polar, on est dedans. Ça s'appelle donc Les Gorilles du Général aux éditions Casterman. C'est de Xavier Dorizon et de Julien Tello. Alors là, tu voulais nous présenter le dernier Christophe Chaboutet, Plus loin qu'ailleurs, aux éditions Glénat Vent l'Ouest. Le pitch, c'est partir en restant. Voilà, c'est ça. Chaboutet, c'est un auteur assez unique dans son genre. Il arrive à faire beaucoup avec peu de moyens. Alors, c'est toujours du noir et blanc, avec quelques touches de couleur, mais avec une ambiance et un humanisme incroyable. Et l'histoire de Plus loin qu'ailleurs, on suit un garde de nuit, un vigile, qui n'est jamais parti en vacances. Et là, il a tout préparé. Il va partir en Alaska pendant 3 semaines. Problème, il se foule la cheville à l'aéroport et il ne peut pas partir. Dans le taxi qui le ramène à la maison, il se dit non, en fait, je ne vais pas rentrer à la maison, je vais m'installer à l'hôtel qui est juste de l'autre côté de la place, de là où il habite, et je vais observer mon quartier. Lui qui ne l'a jamais vu puisqu'il travaille de nuit. Oui, c'est ça, il n'a jamais vu le facteur, il n'a jamais vu ses voisins, il n'a jamais vu personne. Il ne connaît pas les commerçants. C'est un hibou, voilà. Ce gars-là. Et il va illustrer la petite poésie du quotidien, la petite vie tranquille, anecdotique, mais en fait pas tant que ça. Il va aller à la rencontre d'un SDF, il va nouer une espèce de petite amitié comme ça, un peu abrupte au début. Évidemment, la tenancière de l'hôtel est très surprise de voir que son hôte habite de l'autre côté de la rue. Elle le prend pour un hurluberlu, mais elle tombe sur ses carnets d'illustrations. Enfin voilà, c'est un album plein de poésie, plein de tendresse sur la beauté du quotidien. Et c'est ça en fait qui fait réfléchir le lecteur. C'est comment on peut trouver son intérêt sans même partir bien loin. Observer la beauté. Voilà, juste à côté de nous. C'est ça. Et c'est un beau message. C'est un message à cette modernité qui nous envahit, qui nous oppresse aussi, de cette rapidité. On n'a pas le temps de respirer. C'est ça que veut nous montrer Chaboutet aussi dans son album. Ça prend son temps. Et on ne peut pas dire qu'il y a un suspense insoutenable. Non. Mais pourtant, c'est captivant. Ouais. Un noir et blanc. Très épuré, mais magnifique de Chaboutet. Quelques petits éclats de couleurs quand même dans le récit pour rehausser tout ça, comme tu le disais. Et toujours ces variations sur la solitude, l'attention portée à ce qui nous entoure, ces détails insignifiants tellement porteurs de sens pour qui sait les observer. C'est tout ça qui est dans cet album de Chaboutet qui est vraiment magnifique. Il nous offre à voir le cerveau, la routine, l'habitude qui ont méticuleusement mis de côté, cloisonné, ficelé, élagué ou rangé dans un coin, tout ce regard-là. Voilà. Une vraie réussite. Une vraie réussite. Ça s'appelle donc Plus loin qu'ailleurs, c'est aux éditions Glénat et c'est de Christophe Chaboutet. Alors dans l'émotion, maintenant tu voulais nous parler d'une adaptation d'un roman éponyme de Cédric Sapin-Defour, Son odeur après la pluie, aux éditions Le Lombard de José Luis Munuera. L'histoire de Cédric et de son chien Hubac. Alors Munuera, on en a parlé souvent, il a fait pas mal d'adaptations, et là, plutôt des classiques. Et là, il prend un roman contemporain où Cédric Sapin-Dufour raconte l'adoption d'un bouvier bernois, chiot, qui va baptiser Hubac, et la relation qu'il va nouer pendant la vie du chien. C'est ça. Et, alors je le spoil tout de suite la fin, le chien ne vit pas très longtemps, et comment la mort du chien, et comment ça va impacter la vie de Cédric et la vie de son entourage. Et comment il va se construire au fur et à mesure de toute cette vie de son chien. De compagnonnage, voilà. Qu'il est jeune adulte au départ, et puis voilà, toute sa vie se fait aussi autour de ça. Autour de son compagnon. Et donc c'est vraiment cette fusion homme-animal qui est racontée dans cet album qui est évidemment très tendre, très doux, et plein d'émotions. Hein. C'est quand même la chiale, hein. Faut dire ce qui est. C'est clair. On a les yeux qui brillent. Hein, voilà, c'est de la chiale positive. C'est pas triste, c'est la vie qui continue malgré tout, c'est se souvenir des belles choses, c'est se souvenir de son odeur après la pluie. Voilà, c'est vraiment une construction d'humain grâce au rapport animal. Et ça, là-dessus, je trouve que Munuera a capter vraiment la petite poésie, la petite musique qui lie l'homme à son chien. Et c'est superbe. Voilà, qui lie, j'ai envie de te dire, toutes les personnes qui ont des animaux de compagnie, parce qu'un animal de compagnie, c'est un être à part entière auquel on tient, c'est un membre de la famille, et c'est tout ça qui est relaté aussi par le prisme de Hubac et de toute sa vie, là, Cédric.
Et puis avec son trait reconnaissable entre mille, Munuera sublime les paysages chers au cœur de Cédric et du bac, mais surtout la relation entre ces deux âmes que la vie a rassemblées. C'est fin, c'est expressif, c'est rempli de nuances, il y a une vraie poésie dans son dessin. Un soin apporté aussi aux ambiances, au silence, au regard. Enfin, franchement, chaque planche capte une émotion sans jamais la forcer. C'est franchement beau. Il n'y a pas que l'odeur après la pluie qui reste, les souvenirs et l'amour porté sont eux aussi toujours intacts. Et José Luis Munuera l'a très bien retranscrit dans cet album. Une vraie prouesse. Ça s'appelle donc Son odeur après la pluie. C'est aux éditions Le Lombard de José Luis Munuera, adapté du roman éponyme de Cédric Sapin-Dufour. Alors là, tu voulais nous faire découvrir une jeune auteure, Lisa Blumen, aux éditions L'Employé du mois. Ça s'appelle Sanglier. Elle n'a pas l'habitude de travailler là-dessus, elle a fait des récits de science-fiction avant, et là, elle tisse une espèce de thriller parano autour d'une influenceuse make-up. L'héroïne est une jeune femme qui, par passion, a monté une petite chaîne de tutos pour se maquiller comme il faut. Ouais. Et ça commence à décoller. Même au début de l'album, ça a déjà décollé, c'est son métier, et elle va se rendre compte, déjà qu'il y a quelqu'un qui reste près de chez elle tout le temps, un stalker, comme on appelle ça, et elle va ressentir aussi la pression de ses followers pour avoir du nouveau contenu. Oui. Elle va se sentir un petit peu obligée de créer du contenu alors qu'elle n'a pas forcément la tête à ça. Et en gros, c'est toute une vision de ce phénomène nouveau qui n'existait pas il y a 5 ans, hein. C'est quand même assez contemporain, de l'influence. Qu'est-ce qu'un influenceur ? En tant que libraire, je suis un peu un influenceur, mais à une petite échelle, mais voilà, même en étant sur YouTube, on ne touche pas autant, on n'a pas une communauté, et c'est cette communauté, c'est ce rapport ambigu à la fois de dépendance, d'affection, et aussi de nécessité. Oui, parce que... et de haine aussi, parce qu'il y a beaucoup de haters sur Internet, même parmi ses followers. Alors on pourrait se dire, une autrice va forcément s'en prendre à une influenceuse, parce que c'est le culte de la vacuité, ou quoi que ce soit. Pas du tout. Il y a vraiment un état des lieux complet sur à la fois le positif, les dérives commerciales, parce qu'évidemment c'est aussi abordé, il y a la question de « tu as un partenariat commercial, le produit est nul, mais est-ce que je peux vraiment le dire alors que la boîte me paye pour dire du bien de ça ? Est-ce que mes followers vont accepter que je perde leur confiance ?» Enfin, voilà, et c'est aussi, donc le bon côté, c'est elle va rencontrer une jeune femme sur un plateau et qui lui dit « Ah, moi j'aime beaucoup regarder avec mon fils tes tutos, ça crée un lien entre nous. » Donc voilà, c'est tout en subtilité, et aussi tout en tension. Parce que comme tu le disais, c'est un thriller. Il y a toujours cette espèce de figure de stalker tout en arrière-plan. Va-t-il passer à l'action ? Est-il inoffensif ? Et c'est aussi la prise de conscience de cette jeune femme sur est-ce que c'est vraiment un métier que je peux continuer à faire, que je veux continuer à faire. Oui. C'est très, très Lisa Blumen pose vraiment les choses factuellement, comme ça, elle n'apporte pas de jugement plus que ça, justement, sur ce métier-là. Elle crée son histoire autour de cette influenceuse. Et puis alors, le rose qu'elle utilise aussi dans ses dessins, ce rose bonbon, là, qui, au fur et à mesure de la lecture, nous arrache les yeux quand même. Mais c'est bien voulu, ça aussi. Il y a un côté saturation, écœurement, je trouve, dans les couleurs. Et c'est évidemment fait exprès. Cette espèce de chaleur omniprésente, cet impact jusqu'à la nausée, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, tout l'album est extrêmement malin et extrêmement réfléchi pour alpaguer le lecteur et lui faire réfléchir sur le phénomène de l'influence. Ouais, avec cette analogie justement, parce que le titre c'est Sanglier, cette analogie au sanglier, elle a une obsession finalement qu'elle développe pour une incarnation presque caricaturale de cette chose sensitive, cette bête de chair, de sang, d'odeur et de fauve et de cris qu'est le sanglier. Là, il y a un rapport aussi très subtil, beaucoup dans le non-dit, et moi, je trouvais ça assez percutant. Ouais, elle instille aussi une dose de fantastique avec ce rose-là et son dessin. C'est très très subtil, c'est très bien fait. Un portrait qui est forcément révélateur des influenceurs, ça s'appelle Sanglier, c'est aux éditions L'Employé du mois et c'est de Lisa Blumen. Alors là, tu voulais nous parler d'une série américaine qui vient de se terminer, c'est en 5 tomes, ça s'appelle The One Hand and the Six Fingers, aux éditions Urban Comics dans la collection Urban Indies. Alors,
Il y a beaucoup de scénaristes et de dessinateurs. Il y a Ram V et Lawrence Campbell pour la partie The One Hand, et il y a Dan Waters et Sumit Kumar pour la partie The Six Finger, avec une traduction de Maxime Ledin. Là, c'est un thriller, un tueur étrange refait surface et risque de semer le chaos. Un polar écrit à plusieurs mains, Voilà. mais à double entrée. Voilà, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'on a 2 séries qu'on lit en parallèle. Ouais. Ça se passe dans un futur assez lointain, dans une mégalopole, et comme tu le disais, un tueur en série a refait son apparition. Le problème, c'est que le tueur en série a déjà été arrêté par le flic. Ouais. Et on va suivre le flic qui a bouclé la première enquête et qui découvre qu'il y a un nouveau meurtre avec exactement le même modus operandi. Et il se dit, mais c'est pas possible, je l'ai arrêté, il est en prison, mon dossier était béton, qu'est-ce qui se passe? Et donc on va suivre son enquête. Ça, c'est la partie The One Hand. Ouais. Et dans The Six Fingers, on suit le tueur. Oui. Donc il n'y a pas de suspense sur qui est le tueur. Oui. On le sait directement. Ouais. Et en fait, on suit en parallèle, enfin, on lit d'abord à chaque fois la version policier avant de passer à la version tueur en série. Et le récit se construit en miroir avec des révélations qui impactent les uns sur les autres. C'est en 5 petits courts chapitres. Oui. C'est d'une efficacité redoutable. Oui. Parce que... Avec des dessins totalement différents aussi, hein, parce Ouais. que dans la partie policier, on est dans une ambiance sombre, voilà, on est dans le polar propre et tout ça, mais dans la partie Six Fingers, c'est presque édulcoré, c'est presque joyeux, coloré et tout ça. C'est très vivant parce Ouais. que le personnage, lui, ne comprend pas ce qui lui arrive. Ouais. En fait, c'est un tueur, mais presque contre son gré. Et il y a, puisque ça se passe dans le futur, il y a toute une histoire de robots aussi. Donc c'est vraiment un polar très subtil, très 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 bien écrit. Malgré les 4 mains, on sent vraiment que tout a été articulé pour surprendre le lecteur. Ouais. Et en même temps, l'amener petit à petit à élaborer lui-même son scénario et se dire, mais alors ok, là il y a des indices, je vais pouvoir recroiser. C'est implacable. C'est implacable. C'est vraiment noir et très étouffant, vraiment, un mi-chemin entre le thriller et l'horreur façon Stephen King. Et la SF. Et de la SF, ouais, parce que déjà intrigantes séparément, les 2 séries mettent en place un jeu de miroir inspiré qui se répondent régulièrement et se complètent. Et il y a une vraie réflexion aussi autour de l'intelligence artificielle, de la réalité et du choix entre le confort et la lucidité. Ça m'a beaucoup fait penser aux œuvres de Serge Lehmann aussi. Oui. Voilà. Il Ouais, il y a vraiment des échos avec cette espèce de réalité, le pouvoir de la ville, ce côté polar, angoissant, fantastique, et avec, encore une fois, une construction exceptionnelle. Ouais, une lecture vraiment haletante de bout en bout du premier tome au dernier tome. Ça s'appelle The One Hand and Six Fingers aux éditions Urban Comics. C'est de Ram V et Lawrence Campbell sur The One Hand, Dan Waters et Sumit Kumar sur The Six Fingers, pardon. C'est vraiment génial. Alors, on va passer un peu dans du fantastique, un peu léger maintenant. Tu voulais nous parler de Don Juan des Flots, acte 1, L'Abuseur, aux éditions Dracou, d'Isabelle Bautian et Rebecca Morse. Une plongée dans l'univers libertaire et chaotique de Flo. Voilà. Alors, Cette cité. c'est une réécriture très libre. Hein. Très très libre. Très très libre. Il ne faut pas s'attendre à retrouver les personnages de Don Juan, Non. même si dans les archétypes, ils y sont. Oui. C'est une cité libertaire, tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais il y a un commendador Oui. qui exige, en échange de... parce qu'il y a de la magie aussi. Mais alors ça, tout est expliqué assez au fil de l'eau. Hein, la construction du monde se fait très lentement. Et donc, la magie est autorisée, mais elle a un coût. Et le commendador réclame ce coût. Et là, le commendador a disparu. Oui. Arrive cette espèce de héros, dont je Héros, anti-héros. Héros plutôt louche, plutôt séducteur, évidemment. Évidemment. Plutôt bizarre. Ouais. Voilà. Il agit pour le bien, mais il agit pour des raisons personnelles. Ouais, il fait fi du bien quand même. Hein. Il est capable de poignarder dans le dos. Enfin voilà. Ouais, mais c'est pas chevaleresque. C'est pour le panache. C'est pour sauver une jolie fille. Voilà. Donc c'est un héros moralement très ambigu qui va essayer de boucler cette enquête autour de la disparition du commendador, qui est un peu le chef de cette cité.
Autour de lui gravitent beaucoup de personnages intéressants. Il y a une sirène, un vampire. Enfin, voilà. C'est vraiment un univers fantastique très développé. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec l'écriture d'Isabelle Botian, c'est que elle te met pas le truc clé en main. Ouais. Les informations arrivent au fur et à mesure. C'est au lecteur d'être attentif et de bien anticiper, et de bien réfléchir à ce qu'il vient de lire. C'est pas de la lecture, easy reading. Là, ça demande un peu d'effort. Par contre, le dessin de Rebecca Morse facilite grandement cette profusion d'informations, parce que c'est ultra dynamique. Oui, c'est ça. C'est dans la veine tout à fait fantaisie humoristique, avec des personnages charismatiques à souhait, beaucoup de dynamisme, des scènes d'action, voilà. Et là-dessus, c'est vraiment de la fantaisie un peu à part, je trouve, de la production traditionnelle, beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus réfléchie, avec évidemment son lot de retournements de situation, la fin du tome 1. C'est clair. On n'en dit pas plus, mais la fin du tome 1 voilà, c'est balèze. C'est balèze, ouais, c'est clair. Donc c'est vraiment une série assez atypique qui se lance. Et j'ai vraiment envie de connaître le tome 2, parce que la fin du tome 1, c'est... Ouah, ok. Et puis alors les décors de Rebecca Morse, entre architecture fantastique, ruelles sombres, ça capture vraiment l'essence d'une utopie déchue, comme ça. Les personnages sont expressifs, variés, les couleurs vives, avec ce ton tragicomique aussi entre légèreté et moments beaucoup plus sombres. C'est tout le récit d'Isabelle Botian qui est mise vraiment en image par Rebecca Morse. C'est une réussite. On attend la suite vraiment avec impatience pour voir jusqu'où ce justicier séducteur nous emmènera. Ça s'appelle Don Juan des Flots, tome 1, L'Abuseur, aux éditions Dracou, d'Isabelle Botian et Rebecca Morse. Alors là, tu voulais nous parler d'une adaptation d'une série sur Arte. Ça s'appelle Le Journal de Samuel, aux éditions Casterman, d'Émilie Tronche. Série à succès, 45 millions de vues. Moi, pour le coup, j'ai pas vu la série. Je découvre la BD. Et j'ai très envie de voir la série. Ouais, c'est l'histoire d'un journal intime, du journal intime de Samuel. Samuel, il a 10 ans. Ouais. C'est indéterminé comme époque, mais c'est les débuts d'Internet, je dirais fin 90, début 2000, peut-être 2005. Et il a 10 ans et il est à l'école primaire et c'est sa vie quotidienne. C'est ça. Voilà. Et il raconte ses émotions. Le truc qui est très bien fichu, et c'est ça qui, à mon avis, est vraiment très, très intéressant dans cet album, c'est l'humour un peu acide qu'il met lui-même sur ses problèmes. Ouais. Il se rend bien compte qu'il a une vie assez plate, assez sans intérêt, mais il a 10 ans. Donc tout est une aventure, tout prend des proportions épiques. Mais il le sait. C'est pas le plus populaire de la classe non plus. Ah bah non, c'est un gamin lambda qui en a dans la tronche, mais pas non plus une star. C'est très fin. Et c'est très nostalgique en fait. Je pense que ça parlera à tous les trentenaires, quarantenaires. Parce que c'est grandir dans une époque qui change, l'arrivée d'Internet, les autres moyens de communication. Évidemment, c'est aussi une histoire d'amour compliqué, une histoire d'amitié qui va peut-être évoluer vers autre chose. C'est toutes ces réflexions-là aussi qui ont nos jeunes ados en préadolescence aussi, que nos jeunes se posent parce qu'ils sont en train de rentrer dans une autre phase de l'enfance, c'est la préadolescence jusqu'à un peu plus loin, vraiment l'adolescence, et c'est tout ce qui est narré aussi dans ce journal-là, c'est d'une justesse. Voilà, c'est très très juste. Et le dessin faussement naïf, faussement minimaliste, ça marche d'enfer. Mais on a l'impression de lire vraiment son vrai journal intime. Voilà, c'est ça. En plus, la fabrication chez Casterman, ils ont fait ce qui ressemble à vraiment un notebook. Quoi. Et c'est vraiment très pertinent. Moi, ça m'a fait un peu penser aussi à ce que Bref a essayé de tenter, une espèce de retour sur une vie perdue, passée, et avec ce petit regard un peu désabusé. C'est clair. C'est mignon, c'est tendre, c'est drôle, c'est émouvant. C'est très émouvant. Et puis il y a une vraie capacité à aborder des thèmes lourds, le deuil, la solitude, la construction de soi, sans jamais surdramatiser tous ces thèmes-là aussi, parce que c'est vraiment écrit comme avec des yeux, une main d'enfant, en fait. C'est ça qui est vraiment à la fois fort très naïf et en même temps très, très reculé, très éloigné. Donc il y a un petit repli sur soi. Moi, j'ai trouvé ça un ton assez unique. Et on referme le journal de Samuel vraiment avec le cœur serré, avec l'envie de protéger ce petit garçon et de saluer la force tranquille avec laquelle il avance, page après page. Cette histoire de vie, ça s'appelle Le Journal de Samuel, aux éditions Casterman, et c'est d'Émilie Tronche. Allez, on passe tout vite à la jeunesse, Fred. Tu voulais nous présenter Mimouche, tome 1, Tu veux te battre, aux éditions des Puits, de Véro Cazot et de Carole Morel. L'histoire d'une jumelle qui a
perdu sa jumelle, Voilà. qui faisait des cours de danse et qui était vraiment encensée. La fille parfaite. La fille parfaite. Et dans un accident, elle décède. elle décède. Et donc, toute la lumière revient sur celle qui était un peu plus dans l'ombre. Oui, Et qui décide, pour faire plaisir à sa mère aussi, de prendre des cours de danse. Ouais. Mais elle se rend bien compte que c'est pas son truc. Et elle va avoir, un jour, elle va rentrer par hasard dans un gymnase de boxe. ouais, Et elle se dit, waouh, mais en fait c'est ça que je veux faire. Je veux boxer. c'est ça. Elle se rend compte, ils se tapent dessus, mais à la fin, ils se prennent dans leurs bras. Et ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Et donc ça va être la révélation. Donc toute l'histoire de ce premier album, ça va être comment essayer de faire de la boxe sans que les parents soient au courant, parce qu'évidemment, c'est pas possible qu'on passe de la danse classique à la boxe. Oui, et puis en plus, elle est surprotégée. Elle est surprotégée, parce que, voilà. Et Carole Morel et Vero Caso ont eu l'idée de représenter un espèce de double maléfique de Colette. Avec une ombre comme ça. Juste une ombre qui est plutôt sa rage, sa colère, sa peine d'avoir perdu sa sœur, mais aussi mélangée avec son ressentiment de devoir prendre la place de sa sœur et d'être une espèce de mausolée alors qu'elle a ses propres envies. Oui. Et c'est toute cette dualité qui est vachement intéressante. En plus, graphiquement, Carole Morel en fait une ombre une vraie réussite. très, très percutante. Ouais. Enfin, là, il y a une ambiance. La couve est déjà d'enfer. Tout y est en une seule image. On a déjà compris toute la force de caractère de cette Colette. Ah, dans le regard de Colette dans la couverture, incroyable ce petit regard. Et c'est vraiment de la bande dessinée percutante, forte, avec des thématiques intéressantes. Ouais. Alors oui, c'est de la jeunesse, mais en même temps, non, c'est de la vraie BD tout public, encore une fois. En tant qu'adulte, on est ému, on arrive à se mettre à la place des parents, parce que, évidemment, la perte d'un enfant te pousse à protéger le survivant, mais il faut savoir aussi des fois lâcher prise. Enfin, et c'est un très beau récit, coup de poing, sans mauvais jeu de mots. Oui. C'est vraiment palpitant à lire. Et voilà. Et puis graphiquement, c'est une vraie réussite. Comme tu disais, le dessin expressif, vivant, chaleureux, capable de transmettre aussi bien la tendresse que la tension. Il accompagne vraiment à merveille le ton du récit, ce dessin de Carole Morel, mêlant émotion à fleur de peau et énergie vitale, et la relation active entre l'héroïne et son ombre qui l'accompagne, avec toutes les interrogations de ces jeunes adolescents de cet âge. Un très 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 bon premier album qui nous donne envie de découvrir le second round. Ça s'appelle donc Mimouche tome 1, Tu veux te battre, aux éditions Dupuis. C'est de Vero Caso et de Carole Morel. Et ben voilà Fred, on a terminé cette émission. Encore avec des magnifiques bandes dessinées. Je vous rappelle simplement que cette émission est toujours à découvrir en podcast sur le site de Vosges Télévisions à la rubrique culture, et que vous pouvez toujours retrouver ces chroniques de façon indépendante sur notre chaîne YouTube Ticazébule. N'hésitez pas à vous abonner. Il est temps maintenant d'éteindre votre télévision. Fred, je te souhaite de bonnes vacances, c'est la dernière de la saison. On espère vous retrouver l'année prochaine. Salut à tous et bonnes vacances. Thank you.